BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre coup de gueule de la semaine ? Eh bien écoutez, cette semaine je voudrais revenir sur les annonces qui ont été faites par le député Cédric Villani, célèbre mathématicien, pour améliorer notre niveau en maths. Voyez-vous, les maths c'est un sujet que j'adore et qui, dans ma matière quotidienne, autrement dit, bref, les placements financiers, mais quand même d'une certaine utilité. Voilà donc un député qui fait le constat accablant, les Français sont nuls en maths et il voudrait faire évoluer les choses. Au passage, on note d'ailleurs que les maths sont la voie principale pour rentrer dans les grandes écoles. Eh bien, en l'écoutant, je me suis dit, Jean-François, si tu avais un rapport à faire sur l'épargne, t'aurais pas été loin de dire la même chose. Bon, quel constat fait Cédric Villani et quelle solution propose-t-il d'apporter ? Alors, premier constat, les mathématiques sont devenues la matière reine pour accéder aux meilleures écoles. Et dans le rapport, on dit pourtant que le poids symbolique dépasse très largement son poids réel. Morale de l'histoire, il existe une sorte de sentiment d'autodépréciation qui est très répandu, aussi bien chez les élèves que chez les adultes. Et dès 7 ans, les élèves se déclarent déjà nuls en maths. Les profs, qui sont d'ailleurs souvent formés à l'école littéraire, sont désemparés. Leur enseignement, qui d'ailleurs on pourrait dire est parfois peut-être un peu inadapté, n'a donc pas l'efficacité souhaitée. À la clé, donc on a 21 mesures pour réenchanter les maths et casser cette spirale infernale du défaitisme qui, d'après ce que j'ai vu hier soir, touche aussi le PSG quand il se déplace en Espagne. Alors on aura parlé de maths, de sport, alors qu'on est dans le monde de l'épargne. Oui. Il est aussi défaitiste. Le monde de l'épargne ? Écoutez, puisqu'il est question de maths, regardons quelques chiffres. On nous bassine tout le temps en nous répétant que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Combien versait-on sur des contrats d'assurance vie il y a de cela quelques années ? En net, pas en brut. Autrement dit, combien on versait une fois pris en compte les retraites ? Cela dit, juste avant, est-ce que je peux faire une petite parenthèse ? Moi je veux bien, mais si on est dans les maths, il faut inverser les opérations si on ouvre une parenthèse. Tout à fait. Elle est bonne celle-là, Guillaume. Là. Guillaume rebranche là. En fait, brut net, c'est des notions qui sont importantes d'un point de vue mathématique. Pour schématiser, je dirais le brut, c'est le chiffre global. Et le net, c'est le chiffre qui prend en compte ce qui reste réellement. Et là où c'est le plus crucial pour les épargnants, eh bien, c'est en matière de performance. Le brut, en règle générale, on s'en moque quand on est un particulier. Ce qui compte, c'est le net, combien il reste dans ma poche. Notamment après déduction des frais et après déduction des impôts. Bon. Eh bien, voyez-vous, c'est génial parce que le vrai net, on vous en parle jamais. Le seul produit dont vous connaissez le net, c'est le vrai net, c'est le livret A. Pourtant, si je prends par exemple les chiffres du fonds en euros, qui sont pourtant présentés comme étant du net, eh bien, parce qu'ils prennent en compte les frais de gestion, mais c'est pas du vrai net. Pourquoi ? Parce que les gains sont soumis aux prélèvements sociaux et on les déduit pas du calcul. Bon, donc là, on ferme la parenthèse et on en revient à vos histoires de collecte. Dans le passé, c'était combien ? Plus de 50 milliards. Et aujourd'hui ? L'an dernier, 7 milliards. Bon, donc l'argent est allé ailleurs. Écoutez, depuis plusieurs années, le placement préféré des Français est le compte à vue non rémunéré. Parce que, je dis ça, officiellement, la loi autorise la rémunération des comptes, mais j'ai pas vu beaucoup de banquiers qui se sont précipités pour faire des offres. Alors, voyez-vous, que nous disent les Français en agissant de la sorte ? Eh bien, que c'est à peu près aussi chiant de s'occuper de son argent que d'aller en cours de maths. T'es sûr qu'on est vraiment obligé d'y aller en cours ? Ah, qu'est-ce que c'est bon de faire le mur ! Ouais, enfin bon, il faut quand même mettre au crédit des épargnants, on va dire que, vu l'affaissement généralisé des rendements, ça donne pas très envie de s'en occuper. Vous avez raison, Cédric, mais malheureusement, je crains que le mal soit un peu plus profond. Interrogeons-nous sur les motifs d'épargne des Français et regardons les enquêtes qui sont faites par l'INSEE. Alors je regarde quels sont les motifs qui sont présentés par l'INSEE. Acheter sa résidence principale, faire des achats importants, constituer une épargne de précaution en cas d'imprévu, préparer ses vieux jours, payer les études des enfants ou aider ses enfants aux petits-enfants, préparer sa succession. Rien ne vous choque ? À première vue, non. Eh bien écoutez, soyez sympa, dégrafez la cravate, tombez la veste, sortez de votre costume de banquier et rendez-vous compte à quel point la majorité de ces motifs d'épargne sont littéralement enthousiasmants. Tiens, ce matin, je vais m'occuper de mon argent. Avec quelle ambition ? Allez, préparez vos vieux jours. Ah, la belle affaire. Je cesserai donc un jour d'être jeune et fringant. Je finirai par avoir des douleurs aux articulations, risquerai de m'ennuyer en ne faisant plus de coups de gueule hebdomadaires. Et en plus, comme le système vacille,
Et que les anciens vieux, bref, ceux qui ont été vieux avant moi, sont partis avec la caisse. Il va falloir que je mette de l'argent de côté pour espérer de vivre décemment. Franchement, dans une société qui a une préférence pour le présent, reconnaissez que c'est pas tentant. Sauf quelques mystiques, on finira tous par mourir. Exactement. Et alors justement, là encore, c'est un objectif. Ce matin, tiens, je pourrais me lever, de me dire, tiens, je vais m'occuper de mon argent. Mon ambition, c'est quoi? C'est préparer ma succession. Pourquoi je ne penserais donc pas ce matin à ma mort? C'est gai. Soyons francs. Le seul intérêt en la matière, ça reste quand même de faire la nique au fisc. Les objectifs de ce placement dans ce pays sont profondément ennuyeux et stressants. On a presque que le gars qui à l'INSEE a bâti ces questionnaires était sous anxiolytique. Bon, qu'est-ce qu'on peut se fixer ce matin comme objectif positif d'épargne? Mais ce matin, c'est la fête sur BFM, les amis. Allez, au menu, Thalès, Pythagore, les sinus, les cosinus. Soyez pas bouchés, les gars. Ne zappez pas. Non, je rigole. Vous voulez un objectif simple? Eh bien, nous, chez Marché Gagnant, on en a un. Gagner de l'argent. Vous, dans votre boulot, vous me dites pas le contraire. Vous travaillez peut-être pour votre épanouissement social, pour ne pas être toujours à la maison, ou je ne sais quelle bonne ou mauvaise autre raison. Mais le chèque, en fin de mois, ça compte. C'est vrai. Alors, dans son analyse, Cédric Villani constate aussi un sentiment d'autodépréciation marqué. Et là, voyez-vous, mais alors dans l'univers de la finance, il y aurait beaucoup de choses à dire en la matière. Les Français ont le sentiment d'être nuls en maths, en finance, comme ils le sont dans ces deux matières, c'est ça? Oui, et au passage, ils n'ont pas totalement tort. Cela dit, être bon ou nul, ça n'a aucune espèce d'importance si l'on laisse désormais la place à des cours de réconciliation pour rattraper ceux qu'on a perdus en route. Le véritable problème aujourd'hui de la finance, c'est l'organisation d'un système pour laisser les épargnants dans leur ignorance. Ça c'est peut-être un petit peu exagéré, non? Il y a quand même pas mal de débats autour de l'éducation, de la stratégie nationale d'éducation financière. On a encore entendu le Premier ministre nous parler de pédagogie. Bien sûr, on doit apprendre qu'il faut gérer un budget, ne pas dépenser plus qu'on ne gagne, mettre un peu d'argent de côté. Mais franchement, soyons francs. Sur tous ces sujets-là, les Français sont pas mauvais du tout. C'est d'ailleurs vraisemblablement leur côté consommateur d'anxiolytiques. Le sujet important ici, c'est le sujet des marchés. Où est la pédagogie sur les marchés? Le conseiller aura vite fait de vous dire « Ah, Choupinette, mais c'est compliqué. Très compliqué, mais compliqué à un point. » Donc évidemment, de temps en temps, on profite. Profitant des performances passées, on vous dit toutefois il y a des opportunités. Mais le plus simple, c'est de confier la gestion à un professionnel, de vrais professionnels. Et là, Choupinette, elle hésite. Et surtout, Choupinette, elle complexe. Alors, elle se dit, mais ne suis-je pas trop bête? Je lui réponds tout de suite, rassure-toi mon ami, au concours de l'ignorance, celui qui est en face de toi est vraisemblablement à ton niveau. Vous voulez dire que les conseillers sont pas bons? Pourtant, ils sont quand même formés, non? Ils sont à peu près aussi bons qu'un prof de maths qui sort d'une filière littéraire et n'a pas eu un volume de formation suffisant. Au passage, d'ailleurs, vous constaterez que les métiers ont évolué. Avant, la gestion et la distribution étaient globalement intégrés. Maintenant, on a séparé les métiers de distribution et les métiers de production de produits et les métiers de gestion. C'est comme si, un peu en forçant le trait, à l'école, on prenait un livre de cours et qu'on faisait donner le cours de maths par, je sais pas, un prof de sport. Mais ils sont quand même formés, il y a des obligations pour les conseillers. Oui, tout à fait, il y a des obligations en la matière. Ils sont formés, notamment à la façon de vendre des produits, en vous disant que c'est très compliqué. Et vous avez des clés pour que ce soit simple? Oui, mais déjà partons du principe que sur une partie de notre argent, on peut vouloir épargner pour gagner de l'argent, comme le recommande Marché Gagnant. On n'a pas choisi ce nom-là tout à fait par hasard. Et tout en ne faisant pas n'importe quoi. Mais gagner de l'argent, d'ailleurs, ça ne doit pas être infamant aux yeux de la société. Cet argent, derrière, on peut en faire ce qu'on veut. Le donner, l'utiliser pour faire des sorties. Éventuellement, l'investir pour gagner plus encore. Ensuite, je voudrais revenir un instant à mes deux notions d'origine. Vous savez, il y avait la brute et le truand. Moi, j'ai le brut et le net. Le net, c'est très important parce que c'est ce qu'on touche dans la poche. Mais le brut, les Français, ils y font pas tellement attention. Et pourtant, c'est tout aussi important. Pourquoi? Parce que c'est la performance qui est réellement réalisée par le gestionnaire. Et voyez-vous, pardon, mais là c'est un peu mon côté contestataire, si on fait la différence entre le brut et le net, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que l'on s'est fait tirer par l'industrie financière et par les impôts. Voyez, c'est très simple. Et moi, à Marché Gagnant, on a une idée, c'est toujours de faire, non pas de la finance théorique, comme peuvent parfois l'être mathématiques, mais profondément pratique. Ces notions de brut et de net, elles vont rentrer dans notre quotidien dès l'année prochaine, notamment pour les salariés, avec le prélèvement à la source. Pourquoi? Parce que
vous aurez un brut qui sera marqué en haut de votre feuille de paye, et en bas de votre feuille de paye, vous aurez eu toutes les charges, tous les frais que vous aurez eu, plus les impôts, et vous verrez combien il vous reste dans votre poche. Ce serait bien que la finance s'inspire de ce principe.